Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Résolument engagé qui s'intéresse aux hommes et aux femmes qui s'engagent avec cœur, avec détermination, pour le bien commun, la solidarité, le mieux vivre ensemble, le renforcement du lien social ou tout simplement pour redonner de la beauté à notre quotidien. Je souhaite mettre en valeur et en lumière l'engagement de ces personnes. Résolument engagé, une réalisation de Jean-Louis Arbet sur RCF. Aujourd'hui, nous accueillons dans nos studios Chloé, journaliste et slameuse. Chloé, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Alors j'aimerais que nos auditrices et nos auditeurs sachent un peu plus qui vous êtes. Vous relevez le défi ? C'est parti. Alors vous êtes né à Dijon le 20 juillet 1997. Vous avez donc 27 ans. 27 ans. Et vous avez vécu un peu à Dijon, mais surtout vos parents sont partis assez vite. Vos parents, Marielle et Michel, se sont installés assez vite à Dole, où vous avez passé toute votre enfance et votre adolescence. D'ailleurs, vos parents habitent toujours là-bas. Toujours. Et vous avez une petite sœur, Alice. C'est ça, Alice, qui a 3 ans de moins que moi. Voilà, et qui se destine à être professeur des écoles, vous m'avez dit. Exactement. Alors, en préparant l'émission, je vous ai demandé si dans votre famille, il y avait des gens qui étaient engagés avant vous. Et vous m'avez parlé de vos grands-parents. Oui. En quoi étaient-ils engagés alors ? Spontanément, j'ai pensé à eux d'abord, avec les Enfants de l'Espoir, voilà, qui est une chorale qui, pendant plus de 30 ans, une chorale d'enfants. Donc c'est mon grand-père Robert Vernet qui a lancé cette chorale d'enfants. Et donc qui chantait pour promouvoir la paix, pour aider d'autres enfants à grandir dans le monde. Et donc les bénéfices des concerts étaient reversés à d'autres enfants en difficulté, notamment en Thaïlande. Et ce chœur d'enfants, ils ont voyagé dans le monde entier. Et voilà, donc c'est à l'initiative de mon grand-père et je cite évidemment ma grand-mère aussi. Évidemment, derrière chaque homme, il y a une femme qui le soutient. Exactement, et qui l'a accompagné dans ce très beau projet. Voilà, et donc il l'a créé, vous dites, et il a été président pendant 30 ans jusqu'en 2012, je crois, de la création 1982 à 2012. C'est ça, il a été président, chef de chœur. Ouais, un très bel engagement donc. Votre papa aussi est original dans ses initiatives, vous m'avez dit en préparant l'émission. Alors, dites-le à nos auditrices, auditeurs. Oui, mon père, en fait, ça a été un des premiers à se lancer sur Internet. Enfin, il a cru à ce projet-là, il a lancé son site Internet qui s'appelle tentrêve.com. Je fais une petite publicité, n'hésitez pas à aller voir. Tentrêve, il vend, alors au départ, c'est un inventeur, il crée. Il a des idées, mon papa, et puis il les met en place. Et donc il a inventé notamment une perche de nage pour nager sur place dans les piscines. Pour s'entraîner, c'est un très très grand sportif, donc c'est pas toujours évident d'aller à la piscine et de pouvoir nager dans des bassins de 50 mètres. Donc étant donné qu'on avait une piscine à la maison, il a créé une perche pour nager sur place et faire ses entraînements de natation. Il a fait un brevet pour ça, il la vend sur son site. C'est un des nombreux exemples qu'on retrouve sur Tentrêve. Et voilà, il s'est lancé à vendre en ligne. Donc il y a un pionnier en fait. Un pionnier parce qu'au début, les gens n'y croyaient pas tellement, on connaissait pas encore la vente en ligne. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Il a même plus de concurrents étant donné à quel point ça s'est développé. Mais donc, il a été très fort à ce moment-là parce qu'il s'est lancé au bon moment. Il a été visionnaire un petit peu. Effectivement. Et il a persévéré aussi. Alors, vous avez grandi dans une famille soudée, heureuse. Vos parents ont affronté les tempêtes de la vie en regardant ensemble dans la même direction et puis en se tenant la main et en vous protégeant, vous et votre sœur. Donc ça, c'est un bon point pour vous parce que vous avez grandi dans un environnement favorable, très favorable. Alors vous avez fait toute votre scolarité à Dole, maternelle, école primaire, collège Mont-Roland, lycée Duhamel, lycée Nodier. Quel type d'enfant et d'adolescente étiez-vous ? Je dirais assez réservé, timide. En fait, j'avais beaucoup d'histoires dans ma tête, mais j'avais du mal à les sortir de ma tête. Donc j'étais très solitaire. J'aimais être dans ma chambre, jouer avec mes peluches et mes petits soldats et m'inventer des histoires. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer, à parler aux autres. J'en avais pas forcément le besoin, en fait, tout simplement. Vous étiez solitaire. Très. J'avais besoin d'être dans ma bulle, dans mon monde, parce qu'en fait, je m'y sentais bien. Et donc, c'est après, en grandissant, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut aussi se confronter aux autres. Vous n'avez pas eu beaucoup d'amis ? Pas beaucoup. En fait, j'ai eu 1 ou 2 amis qui m'ont accompagnée toute ma scolarité.
mais en dehors, j'ai eu du mal à créer des liens. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'amis d'enfance. J'en ai une ou deux auxquels je pense spontanément, mais j'étais pas du genre à aller vers les autres et à être dans des grands groupes d'amis. Non, ça c'est sûr. Donc vous aviez votre univers, vous aviez une passion pour l'écriture depuis l'enfance. Vous aimiez qu'on vous raconte des histoires, mais très vite vous avez aussi aimé raconter des histoires. Et vous avez écrit aussi, vous m'avez dit que vous aviez écrit des poèmes, des romans. Oui. Et expliquez-moi, ou expliquez-nous plutôt avec les éditeurs ce que vous avez fait aussi. Ah oui, oui, c'est vrai que donc, moi j'ai toujours adoré écrire. J'avais envie que ces histoires sortent sur le papier. Et donc j'ai commencé à écrire notamment des poèmes. Et puis mes parents m'ont dit tu devrais les envoyer à des maisons d'édition. Donc c'est ce que j'ai fait et puis j'ai eu 2 réponses positives pour être publiées. Donc signé, contrat prêt à être signé. Voilà, contrat prêt à être signé. Et puis donc ça ne s'est pas fait parce que le slam, mais vous allez m'en parler Jean-Louis. Et vous l'avez placé à la première place. Donc vous obtenez votre bac S en 2015, vous rejoignez une école de commerce à Dijon pendant 3 ans. En 2018, vous obtenez votre licence de commerce et de communication, mais cela ne vous plaît pas. Et vous allez nous raconter ce stage que vous avez effectué au bien public qui vous a fait virer la cutie du commerce au journalisme. C'est ça. C'est ça parce que j'avais quand même des stages obligatoires à faire en école de commerce et étant donné que le journalisme c'était quand même quelque chose que j'avais dans la tête depuis quelques années, je me suis dirigée vers le bien public qui est l'équivalent de l'Est républicain à Dijon. Et j'ai demandé pour faire un stage et là-bas j'ai rencontré un jeune, il avait 23 ans à l'époque, un alternant. Il faisait une alternance, oui. C'est ça, il était en école de journalisme à Montpellier. Fabrice, je le cite parce qu'il ne le sait pas, mais il a un rôle très important dans ma vie parce qu'à ce moment-là, il m'a dit, voilà, je suis en école de journalisme, je suis en alternance et je me suis dit, c'est génial, je vais faire pareil. Voilà. Oui. Donc c'est là que vous avez pris votre décision de changer le cap de votre formation et vous m'avez dit en préparant l'émission que vous ne regrettez absolument pas le choix que vous avez fait à ce moment-là. Absolument pas. Donc le monde du journalisme s'ouvre à vous. Fin 2018, vous entrez dans une école de journalisme à Montpellier en alternance, comme ce Fabrice dont vous venez de parler. Mais et vous êtes en alternance à RCF Puy-de-Dôme. C'est pas tout près tout ça? C'est pas tout près, ça a été un cap, parce que je parlais de ma famille au début de l'émission, étant donné qu'on est très proches. Déjà, je ne savais pas situer Clermont-Ferrand sur une carte. Le milieu de la France, pour moi, c'était le bout du monde. Montpellier, peut-être encore plus. Donc, ça a été un gros changement de partir là-bas, sachant que j'étais les 3/4 du temps à Clermont-Ferrand. En fait, j'étais 3 semaines par mois à Clermont-Ferrand et 1 semaine par mois à Montpellier. Donc, j'étais quand même plus souvent en Auvergne. Mais pareil, je ne regrette pas parce que c'est aussi en sortant de sa zone de confort qu'on grandit. Et alors, pour faire face aux dépenses, parce que, la formation, elle est gratuite, mais RCF a obtenu une subvention de l'État pour vous permettre de financer vous aviez 2 logements, j'imagine, et puis les frais de transport. C'est ça, en fait. Les RCF, les entreprises avaient droit, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas avaient droit à une aide pour accueillir des alternants dans leurs entreprises pour que ça leur revienne moins cher. Donc quand j'étais à Montpellier, étant donné que j'y étais qu'1 semaine par mois, c'était RCF Puy-de-Dôme qui prenait en charge mon logement à Montpellier. Et puis vos parents aussi vous ont beaucoup aidé, vous en êtes très reconnaissante d'ailleurs. Voilà, ils m'ont toujours. J'ai pas eu ce souci financier pendant mes études parce que mes parents tenaient à ce que je fasse, ce que je sois bien pour étudier, et donc je les remercie énormément. Alors, ce qui vous a plu dans le journalisme, vous me disiez, c'est la liberté qu'implique ce travail, de ne pas être enfermé dans un bureau aussi, l'ouverture d'esprit, vous avez évoqué aussi, et puis l'élargissement et l'approfondissement de votre culture générale. Ça, c'est des points forts pour vous. Et à ce moment-là, parce que vous m'avez dit que vous étiez timide, réservé, solitaire, est-ce que le journalisme va vous aider à vous soigner, ou est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas quelque chose qui va, un fil conducteur, un fil rouge dans votre vie qui va vous entraîner vers une expression de vos pensées, de vos sentiments aussi? Oui, alors ce fil rouge rapidement, parce qu'on va le développer davantage. On va en parler dans la deuxième partie, oui. Donc c'est le slam, qui m'a vraiment permis de m'ouvrir. Et en fait, donc le slam, j'ai commencé à 14 ans.
c'est ce qui m'a amené aussi à me dire je peux être journaliste parce que entre 14 et 20 ans, du coup, j'avais pris de l'assurance. Et après, quand je me suis retrouvée à être journaliste, à apprendre ce métier-là, j'avais pas le choix que d'aller rencontrer les autres. Et puis ça va vous aider à vous exprimer, organiser votre pensée, mieux formaliser votre pensée aussi. Alors, à l'issue de votre formation à RCF Puy-de-Dôme, vous restez encore 2 ans en CDD là-bas, jusqu'en juillet 2021. Et puis, en août 2021, vous êtes embauché en CDI à RCF Besançon-Belfort-Montbéliard, donc dans les studios de Besançon. Et votre travail consiste à quoi, finalement, ici, en tant que journaliste? C'est quoi vos activités? Alors, beaucoup de choses, parce qu'il y a la réalisation de plusieurs émissions, il y a les journaux d'information locaux. Donc, pour faire un journal, il faut des reportages. Et donc, il y a toute une partie de mon travail qui est sur le terrain, où je vais rencontrer les gens, je vais faire des reportages sur leur métier, sur leur avis. Enfin, c'est très large. Je peux aussi bien aller voir une association, je peux aller le matin à la SPA, et puis l'après-midi aller dans une manif contre les violences faites aux femmes. Enfin, voilà, pour vous donner des exemples. Vous produisez aussi beaucoup d'émissions. Faites des conférences de presse. Voilà, conférences de presse, émissions, les focus, lumière d'artistes qu'on entend sur RCF, et puis donc des moments d'animation où je suis à l'antenne, où je présente les journaux. Voilà, très bien. Alors, sur RCF, dans ce numéro de Résolument engagé, nous nous entretenons avec Chloé, journaliste et slameuse. Il est temps maintenant de faire notre pause musicale. Chloé, j'ai souhaité que vous nous proposiez une de vos compositions. Il s'agit de la chanson Petite Sœur dans sa version 2024. Nous l'écoutons. Tu te souviens de notre enfance, de nos années collège, de nos moments ensemble, de nos années solfège. Petite sœur, j'ai tellement de choses à te dire. Tu es un cadeau que la vie a pu m'offrir. En 10 ans, tu as bien grandi, et je dirais même un peu trop. Tu as pris du grade et le sac à main est venu remplacer le sac à dos. Ta garde-robe s'est bien remplie, mais ça ne me dérange pas. Tant qu'il y a des affaires que je peux te piquer quand t'es pas là. Ne deviens pas comme une petite sœur, ils essaieront de te faire tomber. Beaucoup de sourires d'abord avant que le poing ne vienne se refermer. Tu sais, souvent tu nous compares et tu dis que tu n'es pas comme moi. Mais si je devais devenir une autre, sache que je voudrais devenir comme toi. Petite sœur, laisse-moi te dire. Petite sœur, laisse-moi finir. Petite sœur, laisse-moi t'écrire. Que tout cela, toi tu as un cœur gros comme le monde. Garde-le au chaud, petite sœur, protège-le à chaque seconde. Je ne te promets pas de jamais souffrir, je sais que c'est inévitable. Mais je serai là, si ça arrive, pour que la blessure soit supportable, pour que la plaie cicatrise vite, en tout cas je ferai mon possible. Tu sais bien que même loin de toi, je serai là en période difficile. Parce qu'on est sœurs à la vie à la mort, je le redis, c'est important. Petite sœur, laisse-moi te dire que je t'aime toujours autant. On construira notre histoire sans avoir le même destin. Si la vie est un tableau, faisant le plus joli dessin. Je suis fière quand je te regarde et je serai fière de tous tes choix. T'es une partie de mon être, la plus belle partie de moi. Petite sœur, laisse-moi te dire. Petite sœur, laisse-moi finir. Petite sœur, laisse-moi t'écrire. Laisse-moi te dire. J'arrive à la fin du texte, mais en fait ce n'est que le début. Dépêche-toi, à nous deux, il y a trop de choses que l'on n'a pas vues. Mais avancer ensemble, ça suffit pour me rassurer. Petite sœur, laisse-moi te dire que je t'aime pour l'éternité. Petite sœur, laisse-moi te dire. Petite sœur, laisse-moi finir. Petite sœur, laisse-moi te dire que je t'aime. Résolument engagé, une réalisation de Jean-Louis Arbé sur RCF. Chloé, une très belle chanson. Que raconte-t-elle ?
C'est une déclaration d'amour à ma petite sœur, tout simplement. Alice. Voilà, Alice. Et puis j'élargis un petit peu, mais une chanson, j'avais envie de rendre hommage à mes proches, parce qu'évidemment, sans eux, c'est grâce à notre famille qu'on se construit beaucoup. Et sans mes parents, sans mes grands-parents et sans ma sœur, je n'aurais jamais fait de slam. Et plus de 10 ans après, j'en fais encore. Donc je leur dois beaucoup. Donc beaucoup de reconnaissance et de gratitude de votre part, ça ne m'étonne pas. Alors le slam va structurer votre vie depuis l'âge de 14 ans et vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'amour de l'écriture, l'amour de la lecture, de raconter des histoires et que en quoi alors le slam vous a donné confiance en vous ou comment ce type d'écriture, ce type de déclamation? En fait, au départ, ça m'a permis de mettre mes sentiments sur le papier. Parce que donc le slam, très rapidement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'aime bien dire que c'est la poésie moderne. C'est avant tout un texte, c'est un poème, mais qui est écrit avec moins de règles. On n'est pas obligé de faire des rimes. Moi, j'en mets parce que je trouve que c'est un peu plus joli, mais c'est un style d'écriture qui est quand même assez libre. Et donc, au départ, j'avais des sentiments en moi. J'ai pu les coucher sur le papier. Par exemple, typiquement, la chanson pour ma petite sœur, je vais pas réussir à lui dire « je t'aime » en face, mais je vais réussir à le faire grâce à cette chanson. Donc voilà, ça m'a permis pour moi de dire un peu plus ce que je ressentais. Et l'assurance, c'est vraiment venu au moment où j'ai fait des concerts. Très vite, j'ai voulu partager mes textes au public. C'est ce qui fait aussi la spécificité du slam. C'est que le texte, ensuite, il est déclamé face à un public, donc il devient vivant quelque part. Et là, j'ai été confrontée donc, au regard des autres et je me suis dit que c'était incroyable. Et vous avez constaté que vos textes et votre musique touchaient de nombreuses personnes, de toute génération d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on a tous des vies très différentes, évidemment, mais on a tous quand même une base commune, quelque part, l'amour, le deuil, les déceptions amoureuses. Enfin, il y a des étapes comme ça où, malgré tout, on y passe tous et on a tous les mêmes émotions, alors à des moments différents, mais je me suis rendu compte que mon histoire, en fait, c'était l'histoire de plein d'autres personnes, que nos vies se rejoignent tous plus ou moins, et donc que mes chansons permettaient de créer du lien avec les autres, en fait. Alors la Chloé de la vie de tous les jours, on l'a vu, elle est timide, elle est réservée, n'a pas toujours confiance en elle. La Chloé M, slameuse, en veste rouge, car c'est une particularité ça quand même, a confiance en elle, n'a pas peur, elle est pleine d'assurance. Alors c'est quoi, vous entrez dans la peau d'un personnage ? Un petit peu. Je sais que dit comme les ça, comédiens, ça fait les acteurs. Oui, en fait, Chloé M, parce qu'effectivement, c'est mon nom d'artiste, c'est la lettre M, tout simplement. C'est la part de moi qui a confiance et étant donné que je mets donc toujours sur scène, j'ai une veste rouge depuis mes 14 ans, et bien ça me donne un peu, effectivement, je pense que c'est un peu ça, Jean-Louis, j'arrive dans la peau d'un personnage où je monte sur scène et là je sais que je vais créer du lien, comme je le disais, avec le public, donc j'ai pas peur en fait, je me laisse aller et il y a quelque chose de plus facile et de plus naturel quand je deviens Chloé M. Et donc, il y a une bonne relation entre Chloé, la journaliste, enfin la personne, et Chloé M. Tout se passe bien, ouais. Voilà, donc ça contribue à votre apaisement, à votre équilibre. C'est complémentaire. Voilà. Donc, vous avez mis le pied à l'étrier du slam avec un premier concert à l'âge de 15 ans à Dole. Alors, j'aime bien cette histoire. C'est dans un bar, vous êtes allé voir le patron, David, à la Pomme d'Or, vers le lycée Naudier. Et le patron vous a accueilli avec bienveillance le samedi 15 décembre 2012 à 20h. C'est ça, c'est très précis. Vos parents ont été super étonnés que vous puissiez vous produire et il vous a même payé. Et pour vous, on peut dire la somme. Hein. Oui, il m'a dit, tu vas monter sur scène et je vais te donner 100 €. Oh, c'est une somme énorme. Pour vous. Ouais, j'en revenais pas. Donc par la suite, vos parents vous ont toujours encouragé, tout en vous responsabilisant, pour que vous continuiez vos études. Et puis votre papa aussi a mis la main à la poche. Oui, c'est ça, parce que pour jouer, il fallait un micro, des enceintes, le bar n'en avait pas. Et mon papa, du coup, m'a dit, écoute, je vais t'acheter ce matériel, et puis à chaque concert, tu me donneras une petite part de l'argent que tu gagnes pour rembourser petit à petit ce matériel. Donc c'était une manière de me responsabiliser. Mais au départ, effectivement, c'est lui qui a investi dans ce matériel-là. Il y a cru tout de suite, en fait. Il a acheté du matériel de qualité, vous m'avez dit, puisque vous les utilisez encore.
Exactement, c'est encore le même, alors pas le même micro, mais les mêmes enceintes. Le micro, je l'ai changé il y a pas très longtemps, mais comme quoi, voilà, tout de suite, il a voulu investir dans du matériel de qualité. Il a senti, je pense, que c'était pas une passade en fait, que c'était vraiment quelque chose qui allait durer. Et encore une fois, il a été visionnaire parce que plus de 10 ans après, c'est encore le cas. Effectivement. Vous avez commencé, pardon, c'est moi, non, je ne chante pas, moi. Vous avez commencé une série de concerts en 2013, puis en 2014. Vous avez participé aussi à un concours sur Internet organisé par Malakoff Humanis, partenaire de l'événement autour du championnat du monde handisport, c'est ça? Alors oui, racontez-nous un peu cette... Et bien en fait, il y avait les championnats du monde handisport en 2014 qui avaient lieu à Lyon. Et donc, il cherchait quelqu'un pour écrire un texte pour les supporters, pour que la chanson soit passée dans le stade, pour encourager les athlètes. Et donc, c'était un concours lancé sur Internet. J'ai candidaté, j'ai écrit un texte, et puis il a été retenu parmi des centaines de candidatures. Donc, j'étais assez fière. Ah ben, absolument. Et puis, à l'époque, c'est Zao, Vadel, Soprano et Laurie qui ont interprété votre texte parce qu'au final, ils ont choisi votre texte, ces 4 artistes. Donc là, on n'est pas peu fiers. Et donc là, c'est le succès qui commence, là. Vous retrouvez à Paris dans un studio professionnel. Racontez-nous un peu tout ça. Oui, ça m'a crédibilisée parce que donc je suis montée à Paris pour enregistrer cette chanson avec donc ces 4 artistes. Donc effectivement, dans le lot, il y avait quand même Laurie et Soprano que j'écoutais beaucoup. Donc des étoiles dans les yeux, hein, c'était assez incroyable, un immense studio, une grande équipe autour de nous. Et étant donné qu'à ce moment-là, je devais avoir 16 ans et que c'est pas toujours facile d'être crédible à 16 ans, là au moins tous les médias locaux en ont parlé et donc ça m'a apporté une visibilité qui m'a permis derrière de faire des concerts. Beaucoup de com, il y a même eu le magazine Femina qui avait fait un article sur vous. Et puis, ça vous lance vraiment dans le milieu de la musique. Voilà. Par la suite, vous enchaînez les concerts. Alors, au départ, un peu modeste, entre 2 et 10. Mais en 2024, une quinzaine, vous m'aviez dit. Alors, en 2020, vu le contexte Covid, on n'avait pas fait de concert. Et vous avez aussi publié 2 albums CD. Un premier en 2018. Parlez-nous-en rapidement. Oui, Respire. Là, c'était maintenant, je l'appelle plus ça une maquette parce que donc je l'avais enregistré un peu artisanalement dans ma chambre. Mes premiers textes, qui ont été mis en musique, mais c'était du fait maison. Et le deuxième album, là, vous étiez en studio professionnel. Qui s'appelle Été-Printemps, je crois. Voilà, Été-Printemps, sorti en 2021, donc après le Covid, parce que le Covid a beaucoup inspiré, j'ai l'impression, les artistes, mais c'est un peu tout le monde. On se retrouvait à la maison, il fallait trouver quelque chose à faire et à dire. Et là, je l'ai enregistré dans un studio professionnel, donc qui s'appelle Le Zèbre, et c'est à Besançon. Alors, votre processus d'écriture, comment vous vous êtes inspiré? Il faut que les histoires vous touchent, c'est des histoires qui vous... À l'adolescence, vous parliez peut-être plus de vous. Maintenant, avec la maturité, vous parlez plus des autres. C'est exactement ça. Quand j'étais ado, on a beaucoup de choses, beaucoup de sentiments dans la tête. Et donc, c'est pas forcément facile de faire le tri. Donc, moi, je le faisais grâce au slam. Et puis, maintenant, en grandissant, j'ai envie un peu plus de raconter les histoires des autres, effectivement, mais des histoires qui me touchent. Même si je vis pas, tous mes textes ne sont pas autobiographiques, il faut qu'on me... Si l'histoire, c'est pas une histoire que j'ai vécue, il faut qu'on me la raconte, il faut que je la ressente, quoi. Alors, vous m'avez confié aussi que vous aviez l'intention d'en faire votre métier. En plus des concerts, vous allez régulièrement dans des médiathèques, des écoles pour des ateliers, j'imagine. C'est ça. Et il y avait une petite fille qui vous a interpellé lorsque vous êtes allé dans une école qui vous a dit une chose charmante et touchante. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté, cette fille? Oui, en fait, donc je vais dans les écoles pour faire des ateliers slam, donc des ateliers d'écriture et puis aussi prise de parole. Donc ce qui est assez improbable quand on se dit qu'il y a 15 ans, j'étais timide, que j'avais pas d'amis. Je caricature un peu, mais voilà, 10 ans après, comme quoi tout est possible étant donné que je vais transmettre ma passion. Et donc il y a une petite fille un jour qui me dit moi plus tard je serai slameuse. Et j'ai trouvé que c'était très chouette. Super. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que la notoriété et la reconnaissance progressent. Vous êtes de plus en plus, vous ne contactez pas, on vous contacte. Vous n'êtes plus à la recherche oui, je démarche moins qu'avant, voilà. Effectivement. Alors, on va bientôt devoir terminer. Quels sont vos projets? Qu'est-ce qui vous fait avancer encore, là, Chloé, dans l'avenir proche?
Là, l'idée, même si j'adore mon métier de journaliste chez RCF, mais c'est vraiment de me consacrer à 100% à la musique. Donc en allant encore plus dans les écoles, encore plus dans les médiathèques, parce que ce que je trouve beau aujourd'hui, c'est de transmettre en fait. Même si je suis encore toute jeune, hein, j'ai envie de continuer à faire mon bout de chemin à moi, mais de me dire que finalement mon parcours, il peut aussi inspirer peut-être des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont à l'école. Ça pour moi, aujourd'hui, c'est le plus beau en fait. C'est ma plus grande fierté. Eh bien, merci Chloé M. Malheureusement, la fin de notre émission est proche. Le générique de fin se rapproche. Mais merci beaucoup Jean-Louis pour m'avoir invité. Merci à vous. Donc je tiens à vous remercier, et je remercie à travers ce remerciement Chloé et Chloé M, évidemment, pour cette belle contribution au contenu de Résolument Engagé, et Alexis Spitz à la réalisation. Je vous souhaite autant de plaisir et de joie à l'écoute de RCF que nous en avons eu à vous proposer cette émission. En attendant de vous retrouver bientôt, continuez à prendre bien soin de vous et de votre prochain.